Bonsoir, c'est l'heure du Soir 3 avec ce qui fait comme tous les soirs l'actualité, l'événement et le débat. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Ça fait 2 ans, mais ça fait du bien. Bonsoir à tous. Vous l'avez compris, c'est une édition spéciale de Soir 3 ce soir pour marquer les 40 ans de votre journal qui a vu le jour exactement le 20 septembre 1978 que Jean-Marie Cavada, Marie Drucker, Christine Ockrent et Patricia Loison présenteront avec moi. Nous plongerons dans 40 ans de souvenirs de Soir 3, des visages, des génériques, des événements qui ont marqué ces 4 décennies évidemment, après bien sûr avoir développé l'actualité du jour. Et ça commence par une nouvelle fusillade aux États-Unis. Une femme a ouvert le feu dans un entrepôt dans le Maryland. Il y a au moins 4 morts et des blessés. L'auteur des coups de feu a été tué. Et Laurent Wauquiez a du mal à faire l'unanimité chez les Républicains. Les élus du parti vont tenter de resserrer les rangs pendant 2 jours à Divonne-les-Bains à l'occasion de leur journée parlementaire. Daniel Sportiello nous en dira plus. Au sommet de Salzbourg, les dirigeants européens ont mis la pression sur Theresa May pour qu'elle redéfinisse les conditions du Brexit. Le retour d'une frontière entre le Royaume-Uni et l'Irlande reste un sujet sensible. On retrouvera Pascal Verdeau en direct. Plus d'1 million de personnes souffrent d'Alzheimer en France. Les associations demandent une meilleure prise en charge des malades, autres que la maison de retraite. À la veille de la journée mondiale consacrée à cette maladie, Béatrice Guret, qui a raconté l'histoire de ses 2 parents atteints de cette maladie, est notre invitée. Jouer en costume d'époque, en l'occurrence du XVIIIe siècle, ce n'est pas forcément dans ce type de registre que l'on attendait Édouard Baird. Et pourtant, Mademoiselle de Jonquière, avec Édouard Baird et Cécile de France, est un succès. Édouard Baird, homme de la nuit aussi, il avait évidemment toute sa place ce soir, dans ce Soir 3, spécial 40e anniversaire. L'actualité donc, c'est une fusillade aux États-Unis. Oui, ça s'est passé dans le Maryland. C'est une femme qui a ouvert le feu dans un entrepôt et le bilan, pour l'instant, est de 4 morts. Voici le récit que peut en faire Benoît Mousset. Un bâtiment évacué et aussitôt encerclé par les forces de police. Une fusillade vient de se produire dans cette zone industrielle de l'État du Maryland, au nord de Washington. L'alerte a été donnée dès les premiers tirs dans cet entrepôt d'un centre de distribution de produits pharmaceutiques. J'ai entendu des coups de feu et je me suis dit, oh non, juste ici, dans ce quartier. C'était le chaos, c'était dingue. L'auteur de la fusillade est une femme, une employée de 26 ans qui aurait tiré sur ses collègues. Avant de se suicider, elle a abattu 3 personnes. Il semble qu'une seule arme a été utilisée, une arme de poing. Aucun des agents présents n'a tiré sur la scène de crime. Les fusillades sont presque quotidiennes aux États-Unis, mais moins de 5% des auteurs sont des femmes. L'an dernier, plus de 10 000 personnes ont été tuées par arme à feu. Les retraités en France se sentent les mal-aimés du gouvernement. Oui, 300 000 retraités, a annoncé le Premier ministre, vont être exonérés de la CSG à partir de l'an prochain. Il s'agit des personnes qui sont juste en au-dessus du seuil qui déclenche la CSG. C'est en fait une mesure plus généreuse que prévue, au-delà des 100 000 personnes initialement annoncées. Michel Perrier. Pour le gouvernement, c'est un geste pour les retraités les plus modestes. À l'origine, il ne devait être que 100 000 exemptés de la hausse de la CSG. C'est pas 100 000, c'est 300 000 personnes qui n'auront pas à payer cette augmentation de la CSG dans les années qui viennent, parce que justement leurs revenus sont très variables, ou même un tout petit peu variables, et le fait de basculer un tout petit peu au-dessus du seuil les aurait fortement pénalisés. C'est une mesure de correction qui concerne les retraités dont les revenus sont tout juste au-dessus du seuil. 14 404 € pour une personne seule, 22 051 € pour un couple. Cela a entraîné des injustices pour certains qui se trouvaient juste au-dessus de cette limite. Exemple, dans ce couple, l'un touche une pension de 13 000 € et l'autre de 10 000. Individuellement, ils sont chacun sous le plafond d'augmentation de la CSG, mais en couple, ils passent au-dessus. Ils auraient fait les frais de la hausse. Mais cette annonce ne convainc ni l'opposition, ni les syndicats. Mais enfin, c'est 300 000 sur plusieurs millions. Donc tant mieux pour ces 300 000 personnes, tant mieux. Mais c'est toute la politique d'augmentation de la CSG qu'il faut remettre en cause. C'est largement insuffisant puisque la mesure, d'une manière générale, était une mesure injuste. Et je veux rappeler qu'il y a quand même 16,2 millions de retraités en France. Donc vous voyez que je le prends comme une première reculade, mais ce n'est pas encore entièrement satisfaisant.
Cette mesure correctrice, dans un contexte de grogne contre la perte du pouvoir d'achat des retraités, coûtera à l'État 350 millions d'euros. La rentrée est décidément compliquée pour le gouvernement. Et elle n'est pas forcément plus simple pour l'opposition de droite. Chez les Républicains, tout le monde ne parle pas le même langage. Laurent Wauquiez compte beaucoup sur les journées parlementaires de Divonne-les-Bains, dans le Jura, pour rassembler tout le monde derrière lui. Anne Bourse. C'est dans sa région, dans un département acquis à la droite, que Laurent Wauquiez s'adresse à ses troupes. Le leader des Républicains tente de reprendre la main. Pour cela, rien de mieux que cibler Emmanuel Macron. Bien des gestes qui ont été faits pour ceux qui avaient financé la campagne d'Emmanuel Macron. Mais au milieu, les milieux de cordée, ceux qui pour moi constituent le ressort, le noyau dur du pays, ceux qui lui permettent de tenir, eux sont systématiquement les oubliés des grands discours d'Emmanuel Macron. Alors que le gouvernement traverse une zone de turbulence, la droite n'arrive pas à en profiter. Les divisions internes sur la ligne du parti sont loin d'être réglées. La reconstruction, c'est quelque chose en politique, ça se fait sur un temps long, ça se fait avec sérieux, ça se fait en travaillant beaucoup, et donc on ne va pas sortir, je dirais, ça ne va pas être le concours Lépine de telle ou telle proposition géniale. Après l'échec de la présidentielle, les militants attendent toujours le rassemblement. Aujourd'hui, il y a deux avis différents, mais après, ce sera l'union qui fera la force. Le parti va se rassembler là maintenant. Non, je suis comment dire, optimiste. Laurent Wauquiez va devoir trouver une ligne politique pour permettre l'union des Républicains. À 8 mois des élections européennes, le parti est à la traîne dans les sondages. Alors on va rejoindre en direct de Divonne-les-Bains Daniel Sportello. Bonsoir Daniel. Le discours de Laurent Wauquiez va-t-il permettre de rassembler les troupes ? Eh bien, Laurent Wauquiez n'a pas tenté ce soir de calmer les esprits et les divisions au sein de son parti, puisqu'il a taclé avec force tous ceux qui contestent en interne sa ligne politique, comme on l'a encore vu cette semaine, lorsque le bureau politique des Républicains s'est déchiré sur l'attitude à adopter vis-à-vis du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Lorsqu'il parle, sans la nommer jamais évidemment, de Valérie Pécresse, il parle de postures artificielles, de bataille d'ego, d'ambition personnelle. Et lorsqu'il lance parallèlement un appel au rassemblement de toute la droite républicaine face à Emmanuel Macron, eh bien, il met ses opposants internes dans le rôle de diviseurs, ce qui parle évidemment à l'oreille des sympathisants et des militants qui sont traumatisés par les divisions qui secouent un parti en pleine reconstruction. Merci Daniel. L'Irlande reste l'un des principaux obstacles au Brexit. Et nous y étions, Francis, avec Marie, il y a 2 ans et demi à Londres. On avait vécu ça en direct pour France 2 et pour France 3. Dans 6 mois, le Royaume-Uni donc aura quitté l'Union européenne, mais il reste à régler la question de la frontière irlandaise. L'Irlande va continuer à faire partie de l'Union européenne, alors que la partie nord de l'île restera dans le giron britannique. Cela risque de créer des tensions. Les explications d'Huguette. Les camions de la coopérative Lac Patrick passe devant ses postes de douane abandonnés 4 fois par jour. Brian Patterson, le chauffeur, va chercher le lait en Irlande du Nord, autrement dit au Royaume-Uni. La collecte achevée, il revient à la coopérative située, elle, en République d'Irlande. Et il redoute une grosse perte de temps si la frontière est rétablie. Imaginez, si ça me prend une demi-heure de plus chaque fois que je dois passer la douane, je vais perdre trop de temps avec mes livraisons. Le Brexit est déjà un casse-tête administratif pour le patron de la laiterie. Mais à terme, il risque tout simplement de perdre ses marchés à l'exportation. Le lait pour enfants transformé par nos clients répond à des normes pour l'exportation. Les Chinois, par exemple, l'approuvent justement parce qu'il est labellisé Union européenne. Avec le Brexit, ce lait d'Irlande du Nord n'est plus européen, c'est du lait britannique. Une frontière logique pour l'Union européenne à partir du moment où le Royaume-Uni n'en fait plus partie. Mais Londres ne veut pas en entendre parler, pour des raisons économiques, mais aussi politiques. L'Europe a été un rempart contre la guerre en Irlande du Nord. À Belfast, catholiques et protestants ne se mélangent toujours pas. À certains endroits, des murs séparent encore les deux communautés, et ici on craint un retour en arrière. C'est inévitable. Nous verrons bien où le Brexit nous mène, mais je pense que la violence va revenir.
Autant de raisons pour lesquelles les Irlandais du Nord ont massivement voté non au Brexit. Et Pascal Verdeau est avec nous en direct de Salzbourg. Bonsoir Pascal. Les 27 pays de l'Union européenne demandent des garanties à Theresa May sur le Brexit. Sur quel point attendent-ils des engagements ? Eh bien, vous l'avez dit, sur cette frontière. Donc, messieurs les Anglais, tirez les premiers, mais surtout soyez réactifs, créatifs et raisonnables. Voilà ce que disent en substance les équipes européennes de Michel Barnier, le négociateur des 27. Alors vous ne voulez pas du retour d'une frontière physique, d'une frontière en dur entre les deux Irlandes. Eh bien ça tombe bien, nous non plus les Européens. Et d'ailleurs on vous propose un nouveau dispositif innovant, le contrôle douanier, mais des contrôles qui seraient décentralisés et dématérialisés. C'est un système qui existe déjà entre les Canaries et l'Espagne et qui marche plutôt bien. Il suffit simplement de remplir quelques formulaires. Alors sur le fond, Emmanuel Macron, cet après-midi, considère qu'il y a des avancées sur ce dossier du Brexit, mais il met en garde, le Brexit aura un coût et des conséquences et surtout, il trace à nouveau la ligne rouge de tous les Européens, ne touchez pas à l'intégrité du marché unique. Merci Pascal Verdeau. Dans l'actualité en Europe, encore en Espagne, une affaire de vrais-faux diplômes délivrés par une université de Madrid. C'est l'Eurozapping de Géraldine Délinger. Des diplômes achetés en Espagne. Au cœur de l'affaire, l'université publique Rey Juan Carlos de Madrid. Elle aurait permis à au moins 500 Italiens d'obtenir en 2016 un diplôme de droit pour 11 000 €. L'initiative, vantée sur Internet, évitait à ses étudiants un examen très difficile en Italie, tout en bénéficiant des équivalences européennes. Une enquête est ouverte. Il y a quelques jours seulement, la ministre de la Santé démissionnait, soupçonnée d'avoir obtenu un master de complaisance. C'était déjà dans cette université. L'opposition s'attaque à l'addiction aux jeux en Grande-Bretagne. Gambling has now become a public health emergency. Think fast, act faster, in play. La publicité pour parier pendant les retransmissions sportives, un fléau que les travaillistes veulent interdire. 430 000 personnes dépendantes ont été identifiées, dont 25 000 ont moins de 17 ans. Si cette interdiction avait été mise en place il y a quelques années, mon père ne se serait pas surendetté par le jeu et ne serait pas allé en prison. Les conservateurs sont contre et le monde du sport est inquiet pour ses revenus. Rien que cette saison, 60% des clubs de football britanniques sont sponsorisés par ces sociétés. Une bénédiction digitale en Allemagne. Dieu parle. Voici le premier prêtre robot incollable en matière de foi. Blessiou peut bénir les fidèles, tout de même un peu interloqué. Jésus n'était pourtant pas un robot. Une chose est sûre, Dieu a de l'humour. Si nous voulons apporter la bonne nouvelle, il faut aussi employer les moyens digitaux. Impénétrables peut-être les voies du Seigneur, mais modernes à coup sûr. Demain, ce sera la 25e journée mondiale consacrée à la maladie d'Alzheimer, une maladie du cerveau encore incurable et très mal connue, il faut bien le dire. 1 million de Français en souffrent. Chaque année, plus de 200 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. Il n'existe pas de traitement reconnu. Le gouvernement a même décidé récemment de dérembourser des médicaments anti-Alzheimer parce qu'ils étaient considérés comme inefficaces, voire risqués. Seule la recherche peut permettre un jour de mieux comprendre et mieux détecter la maladie en ayant recours, par exemple, à l'intelligence artificielle, comme nous le montre ce reportage de Federico Nicotra et Marie-Pierre de Gors. Alors voilà les 4 premiers mots que vous devez apprendre. Avec cet exercice, cette psychologue tente de savoir si ce patient est atteint par la maladie d'Alzheimer. C'est un diagnostic très difficile car la maladie se cache au cœur du cerveau. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une aide inédite pour les neurologues. Nous sommes allés dans ce centre de recherche spécialisé au sud de Paris. Ici, on construit ISE, un appareil d'imagerie médicale. Grâce à un champ magnétique très puissant, cet IRM est capable de repousser les limites de la connaissance du cerveau.
Sous cette arche se construit l'IRM le plus puissant au monde. Grâce à cette machine, les scientifiques vont pouvoir examiner les parties les plus intimes du cerveau et notamment l'hippocampe qui pourrait révéler les mystères de la maladie d'Alzheimer. L'hippocampe est cette partie cachée de notre cerveau qui stocke la mémoire. Quand elle diminue, nous avons de grands risques d'être atteints par la maladie. Des logiciels d'intelligence artificielle sont parvenus tout seuls à analyser des milliers d'images. Les chercheurs ont ainsi pu modéliser notre cerveau pour mieux détecter les maladies cérébrales. Avant, un médecin ne voyait pas le cerveau de son patient. Aujourd'hui, il y a des millions de patients qui sont passés dans les IRM des hôpitaux. Donc on peut demander à ces outils d'IA non seulement d'imiter des experts humains, mais peut-être aussi de faire émerger un savoir que l'homme n'a pas été capable de comprendre parce qu'il n'avait pas les données et surtout pas les capacités de brasser des grands ensembles de données. Une recherche qui a déjà trouvé son application. Dans cette jeune entreprise, les ingénieurs ont adapté le travail des scientifiques. Ils ont créé un logiciel de diagnostic de la maladie d'Alzheimer, déjà testé dans les hôpitaux. C'est un logiciel qui mesure automatiquement des régions du cerveau qui changent très tôt dans le processus de cette maladie. Et donc ça permet d'aider à faire un diagnostic beaucoup plus précis. Ce logiciel est capable d'identifier tout seul une quinzaine de symptômes, un gain de temps et d'efficacité pour ce neurologue. Les images parlent elles-mêmes. Vous voyez, là, on a une atrophie sévère de l'hippocampe qui est bilatérale. Vous voyez, l'atrophie est majeure. Donc là, ça va être une aide fantastique au diagnostic. Et je vais pouvoir même avoir une mesure très précise qui va me permettre de suivre l'évolution, voir l'impact éventuellement de médicaments. Un logiciel qui risque de devenir de plus en plus utile. D'ici 2050 en France, la maladie d'Alzheimer devrait toucher près de 3 millions de personnes. Notre invitée ce soir est Béatrice Guret, auteure de La tête qui tourne et la parole qui s'en va chez Robert Laffont. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous racontez vos deux parents qui ont été atteints de la maladie d'Alzheimer. Et quand vous dites La tête qui tourne et la parole qui s'en va, c'est comme ça que vous en apercevez, que vos parents ont Alzheimer. Alors c'est une expression de ma mère. Qui est anosognosique. C'est un mot que les Français ont appris avec la maladie neurodégénérative de Jacques Chirac. Elle ne sait plus très bien où elle est, quel temps il fait, enfin elle est complètement perdue en fait. Et tout son langage se déstructure. Donc elle s'aperçoit de quelque chose, j'ai la tête qui tourne et la parole qui s'en va. Et par ailleurs, beaucoup d'autres choses très poétiques et très jolies. Et très joli, parce qu'on rit même dans votre livre. Parce qu'il y a des scènes un peu étonnantes où quand votre mère dit tout d'un coup « Tiens, on a l'impression d'être à la gare d'Aix où elle va très souvent, puis elle redécouvre le monde. » Et là, on sourit même. C'est étonnant. Oui, c'est vrai, c'est une maladie tragicomique. Les comiques de situation surviennent. Je vais vous dire, ils font du bien, parce que c'est un véritable choc tout de même. Marie. Béatrice Guret, évidemment, c'est épouvantable de voir ses parents malades, diminuer, souffrir. Mais j'ai l'impression que, pour ce que j'en entends dans les différents témoignages et même dans mon entourage, il y a quelque chose avec cette maladie de particulièrement déchirant. Je dis déchirant, d'ailleurs, la première phase de votre livre, c'est « Qu'est-ce qu'on déchire ici ?» Donc ça peut être une métaphore de beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce si déchirant de voir ses parents souffrir de cette maladie ? Parce que c'est une maladie qui détruit votre identité d'une certaine façon. Quand vous perdez la mémoire, vous perdez une partie de votre identité. À la fois, en l'occurrence, mes parents, qui oubliaient tout, et nous-mêmes, nous les enfants, nous déconstruisons aussi d'une certaine façon, et il faut se reconstruire. Et les liens familiaux sont totalement bouleversés, c'est-à-dire que on peut dire vos parents deviennent vos enfants, mais c'est même pas ça. C'est ce que vous dites dans votre livre. Je le dis, et en fait j'ai réfléchi depuis. Avec un enfant, on construit, c'est-à-dire qu'on peut apprendre des choses. Là, on est sur du sable, on ne peut rien construire. Et vers la fin de vie. On ne peut rien apprendre. Jean-Marie Cavada. Oui, il y a une question que j'aimerais vous poser, madame. Est-ce que vos parents, votre maman notamment, a été consciente longtemps qu'elle perdait ses moyens, que la tête tournait et que le langage s'en allait? Est-ce qu'elle en a beaucoup souffert ou est-ce qu'au contraire, ça s'est obstrué très vite? Non, elle a été très vite inconsciente de sa maladie, alors que mon père, lui, comprenait très bien ce qu'il se passait. Et en sortant de chez le médecin, il m'a dit « c'est une idée tout à fait insupportable ». Si je dois vous arracher un jugement, madame, vous m'en excuserez, est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose qu'elle perde très vite la conscience de sa décrépitude? C'est une chose excellentissime. Ouais.
J'en suis fort heureuse pour elle, j'en suis heureuse pour nous. Lorsqu'il y a un stress ou un choc, tout à coup, elle paraît revenir à la réalité. Et au fond, cette réalité, heureusement qu'elle peut la fuir, et nous aussi, d'une certaine façon. Mais la simultanéité, avoir vos deux parents frappés de façon identique, parallèle, enfin, en même temps, c'est un accompagnement, ils s'accompagnent l'un l'autre, mais vous hélas, non. Tout. Hélas, non, parce qu'on apprend dans le livre que votre père sombre, on va dire, dans la violence, alors que votre mère, elle, est plutôt joyeuse. C'est la même maladie et en fait, ça n'est pas du tout le même comportement. C'est-à-dire que... Donc, ça dépend des tempéraments. Je ne veux pas faire de généralité, je ne suis pas médecin, je ne suis pas neurologue. Mais en tout cas, l'expérience que j'ai vécue, c'est que le caractère de l'homme est son destin. C'est-à-dire que mon père, qui est autoritaire, qui est un patriarche, qui a l'habitude de commander, etc., quand il comprend qu'il ne peut plus être aux manettes, il s'effondre littéralement. Alors que ma mère, qui est une personne très gaie, au fond, elle crée un monde imaginaire. Elle dit au médecin qui l'interroge « J'ai fait HEC, une grande école de commerce, alors qu'elle n'a pas son bac. » Donc c'est le monde merveilleux qu'elle s'invente et on va avec elle dans ce monde merveilleux parce qu'au fond, il nous soulage de la douleur. Et cette écriture vous a soulagé, vous? Ça m'a permis de partager, ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. Ça m'a aussi permis de partager ce fardeau avec d'autres. J'ai reçu pas mal de lettres, de messages de gens qui vivaient une expérience à peu près identique et vous savez bien que quelque chose qui se partage, ça l'allège. Et parmi les difficultés, il y a aussi la prise en charge des malades. Vous racontez les mauvais traitements, notamment dans les EHPAD. Vous parlez de maltraitance. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça n'est pas le cas général, Dieu merci. Mais vous l'avez vécu, vous? Je l'ai vécu, je l'ai constaté. On n'est pas toujours là pour le voir, mais il se trouve qu'au moment où je suis arrivée, j'ai vu qu'on traitait mon père comme un sac d'os, en fait. Patricia, pour la dernière question à Béatrice Guré. Je crois que selon les spécialistes, vers 2020, un quart des plus de 65 ans développeront une maladie dégénérative du cerveau ou Alzheimer. Vous dites aussi que le diagnostic précoce doit être amélioré ou qu'on doit prévenir les gens, les familles, de ce qui peut arriver et d'essayer de le détecter le plus tôt possible, même si on l'a vu, il n'y a pas de traitement ou de médicaments avérés encore pour l'instant. Ça aurait pu vous aider, ça? Ce qu'on a vu dans le reportage sur l'imagerie médicale, c'est très important, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui disent que Alzheimer n'est pas une maladie. Enfin, bon, évidemment, ça n'est pas un vieillissement normal. C'est une dégénérescence du cerveau, irréversible pour l'instant. Donc, évidemment, je pense que quand on le sait suffisamment tôt, on se prépare mieux. Mais vous dites même les généralistes devraient être plus sensibilisés pour reconnaître les signes. Mais oui, parce que les malades d'Alzheimer, enfin certains en tout cas, jouent très bien la comédie de la bonne santé. C'est-à-dire qu'ils peuvent tromper leur monde. Ils peuvent tromper leur monde. Il y a un certain nombre de formules toutes faites qui restent comme des formules de politesse, si vous voulez. Et donc, si on n'est pas très averti, au début, on peut très bien ne pas remarquer que quelque chose de grave est en train de se passer. Merci Béatrice Guré pour votre témoignage, pour ce récit avec en photo. Ce sont vos deux parents, parce que Jean-Marie Cavada demandait tout à l'heure hors antenne qui sont ces personnages. Ce sont vos deux parents. Merci Béatrice Guré d'être venue sur ce plateau. Dimanche, nous passerons officiellement en automne, en espérant que la pluie revienne, parce que la sécheresse commence à avoir des conséquences un peu partout. Regardez ces bateaux sur le lac de Brenay, dans le Doubs, à la frontière entre la France et la Suisse. Impossible de naviguer. Vous voyez, le lit du lac est asséché. Je rappelle que 60 départements ont décidé de maintenir des restrictions d'eau décidées cet été en France. L'actualité avec du football, la Coupe d'Europe commence mal pour l'Olympique de Marseille. Les Marseillais finalistes de l'Europa League la saison dernière ont été battus ce soir à domicile par Francfort 2-1. Le match se disputait à huis clos. L'OM avait pourtant ouvert le score rapidement par Ocampos. Mais les Olympiens sont rejoints en deuxième mi-temps sur ce corner avant de s'incliner dans les arrêts de jeu alors qu'ils jouaient à 11 contre 10. Bon début en revanche pour Rennes, vainqueur des Tchèques. 2-1 grâce à un but superbe de Sarr. Ça mérite bien un ralenti, vous allez le voir. Et à un penalty de sa recrue Ben Arfa dans les dernières secondes. C'est la première victoire de l'histoire du Stade Rennais après 15 matchs de Coupe d'Europe. Et puis il y a quelques minutes, Bordeaux a perdu à Prague 1-0. Et nous a rejoint sur ce plateau un autre invité, Édouard Baird. Bonsoir Édouard Baird. Bonsoir Francis Merci d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir Francis Letellier du fond du cœur. Ça me fait plaisir. Et ça nous fait plaisir à tous. Parce que je vais vous dire, quand on a annoncé... C'était le début d'une tirade. Non, pas du tout. Je voulais vous remercier. Oui, j'ai bien compris comme ça. À moins que ce soit le début d'une tirade. J'ai passé Mais quand j'ai dit que vous seriez sur ce plateau, à nos invités ici,
ils étaient tous ravis en disant « Édouard Baird, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup ». Alors vous voyez, vous êtes chez vous ici. Un peu d'élégance dans ce monde de brut, je trouve. Voilà. C'est très gentil, merci. Animateur, acteur, réalisateur et à l'affiche en ce moment de Mademoiselle de Jonquière avec Cécile de France, une plongée dans le XVIIIe siècle, inspirée de Jacques le Fataliste de Diderot, avec costume et dans le style d'époque. On va voir un extrait. Madame, le marquis des Arcis me demande de l'annoncer. Il est là. Faites-le entrer. Je lui ai dit d'être tout surpris de vous trouver ici et de faire des manières avant que d'accepter mon invitation à se joindre à notre dîner. Voyons ses talents de comédien. Mangez. Marquis, vous ici. Madame, je ne savais pas que vous donniez à dîner, je ne suis même pas habillé. J'étais passé visiter les terres d'un ami qui souhaite s'en débarrasser non loin d'ici. Et sur le chemin du retour pour Paris, je me suis dit que si j'étais dans la région, que vous l'appreniez et que je ne passais pas vous saluer, j'encourrais quelques reproches. Vous avez bien fait, Marquis. Vous êtes le bienvenu. Connaissez-vous Madame de Jonquière et sa fille? Oh, les auriez-vous oubliés? Nous les avions croisés lors d'une promenade au Jardin du Roi. Non, je me souviens. Mesdames, je ne voudrais pas déranger plus longtemps une telle réunion. Permettez-moi de me retirer. Vous partez, Marquis. Je crains d'être importun, madame. Et s'il me venait de me sentir vexé de vous voir partir si vite? Madame, vous vexez la dernière chose que je souhaiterais. Et merci encore Édouard Baird d'être ici. La langue du XVIIIe siècle, elle était plus distinguée que celle d'aujourd'hui? C'est un milieu très particulier, hein. C'est 5000 personnes... c'est la vie de 5000 personnes, c'est eux qui ont transmis un peu ce qu'on sait de cette époque-là, c'est eux qui écrivaient, c'est eux qui ont tenu la mémoire de cette époque-là. Donc effectivement, c'est des gens qui avaient du temps pour apprendre le langage, pour s'exprimer, pour réfléchir à leurs sentiments. Donc effectivement, c'était leur vie, c'était leur métier. Ils aimaient, mon personnage, sa vie, c'est de faire l'amour et d'en parler. C'est bien, c'est une belle vie. C'est une vie, oui, il vivait pas longtemps. Donc oui, pourquoi serait-ce désuet? Non, mais il mourait très tôt, alors il fallait... Pourquoi serait-ce désuet, disait Christine O'Krent? Non, mais c'est une langue, je ne sais pas si elle est plus belle, mais enfin, en tout cas, ce milieu parlait d'une façon très, très particulière. C'était des joutes verbales, et puis c'était la seule distraction. Il y avait très peu de chaînes de télévision à l'époque. Sauf que dans ce film, les femmes, elles s'organisent pour prendre leur revanche sur les hommes, sur vous, en l'occurrence. On parle aujourd'hui de harcèlement sexuel, d'inégalité homme-femme. Est-ce que c'est la même chose qu'au XVIIIe, ou quand même il y a des choses qui ont changé à vos yeux? Vous voulez mon avis sur l'époque? Oui. Ça manquait. Je voudrais votre les gens sur non, pas sur le harcèlement. Est-ce que ça a changé? Où est-ce qu'il... Enfin, vous imaginez, vous vous rendez compte ce que c'était être une femme à l'époque? Tout était tracé, ce que vous aviez le droit de dire, de faire, qui vous deviez épouser, le moindre de vos mouvements, on ne sortait pas de chez soi sans être chaperonné. C'était une vie entièrement assujettie. Enfin, oui, ça a changé, je crois, quand même, non? Et votre film est un succès, parce que 150 000 entrées déjà en une semaine, et je crois que même il va être bientôt à Hollywood, non? Oui, alors, non, mais il est ça s'appelle une présélection pour les Oscars, mais il voyage dans des pays fous, des pays dont j'ignorais l'existence. Et non, mais c'est formidable. Hein, moi, j'ai pas fait beaucoup de films qui ont fait des entrées. Comment? Oui, venez le voir au Japon. Oui, j'irai le voir au Japon, mais sous-titré. vous pouvez le voir en France et au Japon, parce que c'est pas le même acteur dans la version japonaise. Je vous enverrai une photo. Mais il y a déjà une version japonaise. Non, je crois qu'il est vendu au Japon. Mais alors peut-être qu'il y aura ma voix avec un type... Hi. Vous le faites incroyablement bien. J'ai appris. Vous pourrez prendre des cours. Comment, Marie? C'est vrai, c'est du vrai japonais. Non, parce qu'elle vit au Japon. Ah, pardon, mais on ne me dit rien. Alors moi, j'arrive, alors vraiment, on ne me dit rien. Moi, j'aurais dû me prévenir. Si on sait pas, on se demande ce que tu racontes. C'est vrai. C'est comme si j'apprenais que c'était l'anniversaire de l'émission. Oui, mais c'est pas. Mais en l'occurrence, Patricia vit au Japon. Elle est vous y êtes pour des raisons professionnelles, personnelles? Les deux. Vous avez suivi quelqu'un? Quelqu'un vous a suivi? Voilà, c'est l'interview à l'envers. C'est très difficile. Aujourd'hui, ça s'appelle se faire piéger, Patricia. C'est pas votre mari qui vous suit? Non, mais moi, je vais redonner la parole à François. Non, mais c'est une bonne question. Si, c'est ce que vous suivez votre femme, vous? Non. J'ai pas de femme, voilà. Et vous le suivez qui? Non, avec les horaires qui sont les siens. Mais oui. C'est bien l'idée qu'il faut suivre. Comme les gens qui veulent dépendre de personne, c'est formidable de dépendre de quelqu'un. J'ai une question. On a beaucoup comparé ce livre et ce film aux Liaisons dangereuses et à Merteuil et Valmont. Est-ce que, quand on vous a proposé le rôle, on se dit qu'on se met dans les pieds de Malkovich ou dans les pieds de Valmont, on s'en inspire, on se dit au secours, c'est un modèle qui fait peur, ou c'est jouissif pour un acteur de se dire tiens, je vais aller dans cette voie-là? Ce qui est très amusant, c'est de jouer comme ça, une sorte de thriller psychologique en costume, parce que derrière les costumes, il se joue des choses absolument terribles, de manipulation, de vengeance. Et c'est ça qui était très amusant aussi dans les liaisons. Moi,
J'ai une moins bonne articulation que vous. Je vous ai entendu dire simultanéité, Christine, tout à l'heure. Ah, ça vous a impressionné. Vous arrivez à dire simultanéité. Où est-ce que vous avez dit ça? Si, là, sur le au début de l'émission, j'ai entendu un des plus beaux simultanéités que j'ai entendu. Vous savez, vous le dites bien. Oui, ben voilà. Oui, mais entre autres, plus difficile à il y a placer. contemporanéité aussi. Je ne sais plus comment on le dit. C'est le Premier ministre qui le dit très bien, bien mieux que moi. Il y a moi. des journalistes, j'ai remarqué ces derniers temps, les mots un peu difficiles, ils les font à leur sauce et ça passe très bien. Maintenant on dit inéligibilité. Voilà, c'est même plus inéligibilité. Non, c'est inéligibilité, ça passe. Ça va plus vite. Je suis sûre que ça va. Redites le vrai, ça serait quoi? Inéligibilité? Oui. Oui. Et en fait, ça devient inéligibilité, parce que c'est plus simple. À 3, on le dit très vite. Inéligible. Inéligibilité, ça va plus vite. 2, 3. Inéligibilité. Voilà, c'est un grand moment de télévision. Voilà, c'est ce qu'on voulait marquer. Non, mais, voilà. Non, mais ça vaut la peine d'avoir Édouard Baird. Absolument. Absolument. Juste un mot, Édouard Baird, avant de vous lâcher. Le soir 3, vous connaissez le soir 3? Bien entendu. Même si vous leviez tôt pendant quelques années. Oui. Et vous avez été habitué, vous, à un public tôt le matin, tard le soir maintenant, le dimanche soir sur France Inter. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour parler à un public, j'allais dire, décalé? Ce que je trouve beau dans votre mission, le soir, c'est d'accompagner les gens vers l'endormissement. Votre mission, on ne les endort pas, rassurez-moi. C'est après qu'ils dorment. Qu'on sache si c'est ça. C'est après qu'ils dorment, rassurez-moi. Ça, c'est quand même d'une vacherie. Oui, ça dépend. Ce qu'on se dit comme ça, ça se voit mais pas. moi, je pense qu'il faut un petit peu édulcorer l'actualité le soir. Vous n'êtes pas obligé de laisser les assassinats, garder des choses plus douces, baisser le ton au fur et à mesure. Je pense que c'est pas mal. Et le matin, on peut y aller. Ah oui, d'accord, c'est la différence. D'accord, mais on va dormir derrière. Donc non, mais je prends le conseil. Pas des cauchemars, je prends le conseil, pas de problème. Merci, Édouard Baird, d'être venu sur ce plateau. J'allais dire bonne chance pour Mademoiselle de Jonquière, c'est déjà bien parti, mais bonne chance encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Et on va replonger dans 40 ans de Soir 3. Nous y sommes. Ce sont 40 ans de générique, de logo, de FR3 à France 3, des visages qui se sont succédés à l'antenne. Daniel Wolfrom s'est plongé toute la semaine pour nous dans les archives, pour nous résumer toute cette histoire en quelques minutes. Voilà la une de ce journal. Ensemble, si vous le voulez bien, nous allons l'ouvrir. Les premières images de la guerre civile en Iran. Depuis 24 heures, Téhéran a basculé dans l'insurrection. Ce soir encore, le pétrole va être à la une de l'actualité. De Genève, l'envoyé spécial de Soir 3, Pierre Babet. Toujours la même incertitude sur l'ampleur de la hausse du pétrole. Depuis 11 jours que dure le conflit, cette salle du chantier Lénine est le centre nerveux du conflit de la Baltique. C'est là que l'Air Walesa brandit de l'argent qui vient d'être envoyé en solidarité. Une grande fête populaire et spontanée venant saluer la victoire du candidat socialiste, devenu désormais le président François Mitterrand. Il me semble que votre vie terrestre compte moins que votre mission ici sur Terre. Vous êtes prêt à sacrifier votre vie? Je me trouve toujours dans les mains de Dieu. Invité le soir 3, le professeur Montagnier, le virus découvert l'an dernier par l'Institut Pasteur est sans doute responsable du sida. 1 minute 45 après son lancement, la navette n'est plus qu'une boule de feu, traînant dans son sillage de lourdes volutes de fioul enflammé. Les téléspectateurs soviétiques ont vu ce soir pour la première fois depuis la catastrophe ces images de la région de Tchernobyl, accompagnées d'un commentaire rassurant. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. À perte de vue, des milliers de camions et de chars. Encore quelques jours et les armes vont se charger de faire ce que la diplomatie n'a pas pu, désigner un perdant et un gagnant. Reportage à Sarajevo de nos envoyés spéciaux Jean-François Gringoire et Christophe Hérault. Tout le centre-ville a été touché, les bâtiments plus ou moins endommagés par l'artillerie serbe. On ne compte pas les cadavres qui s'amoncellent dans ce petit pays d'Afrique, devenu sous nos yeux, sous nos caméras, et jusqu'ici, dans l'indifférence de la communauté internationale, un génocide. Jean-François Gringoire. Estimation minimum du nombre de personnes massacrées depuis plus d'un mois au Rwanda, 200 000. Estimation minimum. Ses partisans l'acclament, il est 22h30 et le nouveau président de la République quitte l'hôtel de ville. Leur voiture roulait très vite, trop vite, sans aucun doute. Jean-Jacques Bazier. La vie de la princesse s'est achevée sous ce tunnel du pont de l'Alma.
Ça y est, c'est fait, Caroline. La France est donc championne du monde. Ah oui, champion du monde pour la première fois de l'histoire du foot français. Et je peux vous dire qu'ici, c'est le délire complet. Une seconde unique, magique, a parcouru 24 heures durant la planète pour faire basculer, comme ici à Paris, 6 milliards d'êtres humains dans le 3e millénaire. Reçu dans les fastes de l'ancienne salle du trône, c'est là, sous l'œil de son prédécesseur, que Vladimir Poutine prête serment. При осуществлении полномочий президента Российской Fédération. C'est indescriptible, on se croirait dans un film catastrophe comme celles les Américains peuvent le faire. Alors qu'il est, Manhattan est un immense nuage de fumée, il y a des sirènes qui hurlent partout dans chaque rue. Clichy-sous-Bois, entre tension et colère, 4 nuits d'émeutes et d'affrontements avec la police. 13 personnes ont été déférées au parquet ce soir. Nicolas Sarkozy durcit le ton et renforce les moyens de répression. Sur la façade de la Fondation Abbé Pierre ce soir, on affiche un portrait géant du fondateur d'Emmaüs, en guise d'hommage. Devant la 5e banque d'affaires américaine, c'est sauf qui peut. Lehman Brothers est en quasi-faillite, ses employés plient bagages. Bonsoir à tous. L'essentiel de cette édition du Soir 3 sera consacré au nouveau visage de l'Amérique. C'est l'image du jour. Elle symbolise l'angoisse des Japonais face à la menace nucléaire après cette double explosion dans le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima. Incarcération ce soir du directeur général du FMI. Il devrait passer sa première nuit en prison aux États-Unis. Il aura fallu une demi-heure à peine aux terroristes pour plonger la France dans l'horreur et l'effroi. Le bilan fait pour l'instant état de 129 morts et 352 blessés. Les premiers pas du nouveau président élu. Il est 3 h du matin la nuit dernière à New York. Donald Trump sait qu'il a gagné. La dernière apparition de Johnny sur une scène, c'était au début de l'été. Cette tournée avec les vieilles canailles, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, il avait tenu à l'assurer, déjà affaibli par le cancer. On se quitte avec ces images de communion, de joie, de fête. Très belle et longue nuit à vous. Merci. Voilà, vous avez vu, 40 ans d'histoire vécue à travers Soir 3. Il y avait évidemment bien d'autres événements, bien d'autres visages aussi qui se sont succédés. Il a fallu faire une sélection évidemment. Et puis ce soir, on va découvrir la photo Paris Match qui nous accompagne pour ce 40e anniversaire. Elle a été prise en Syrie en 2015 par Alvaro Canovas. On a hélas l'habitude de voir les dégâts des combats ou des tirs sur les quartiers rebelles. Ce cliché saisit, vous le voyez, l'instant où un missile vient d'être tiré par l'armée syrienne. L'un de ceux qui détruisent et tuent les habitants qui assistent impuissants à cette guerre. Et donc, c'est assez rare d'avoir ce genre de cliché, signé donc Paris Match. Jean-Marie Cavada, à vous l'honneur pour commencer cette décennie, puisque c'est vous qui avez créé le Soir 3. C'était exactement le 20 septembre 1978. C'est pour ça qu'on a fait cette soirée aujourd'hui. À l'époque, quand vous lancez le 20 septembre 1978 le journal, est-ce qu'il était prévu pour qu'il dure aussi longtemps ? Ça, c'est ce genre de spéculation qui ne se fait jamais parce qu'on est à la merci de plein d'événements internes, externes. Mais il était prévu pour donner un accélérateur à la croissance de la chaîne, c'est-à-dire France 3, qui... FR3 à l'époque. FR3 à l'époque, le France 3 d'aujourd'hui, qui avait déjà une caractéristique assez forte, c'est-à-dire c'était la chaîne du cinéma et la chaîne des documentaires. Et pour qu'une chaîne existe, à bon entendeur, salut, il faut absolument une mouture d'information stable. Et à ce moment-là, le président de la chaîne, Claude Contamine, m'a appelé. J'étais d'ailleurs en Californie, à Carmel, en vacances. Et il me dit, voilà, je voudrais développer l'information. Bref, nous nous rencontrons. Je constate que les moyens sont vraiment extrêmement exigus, petits. Il y avait une trentaine de journalistes, je crois, donc on ne peut pas faire un journal comme ça. Mais en même temps que c'était des gens extrêmement motivés, dans une sorte de concurrence inavouée déjà avec la 2, qui, je l'espère, ne fait plus de ravages aujourd'hui. Et en fait, nous avons très vite conçu un système. Pourquoi nous avons fait ça? Parce que j'ai proposé à la chaîne de faire un journal
pour les cadres moyens et les cadres supérieurs, ceux qui ne peuvent jamais voir le 20h, parce que, naturellement, ils rentrent trop tard. Et puis, pour convaincre les gens, j'ai eu 2 arguments. J'ai dit, écoutez, c'est assez simple. L'actualité n'est pas figée à 20h30, à la fin des journaux télévisés de la 1 et de la 2, qui étaient publics à l'époque. Et d'autre part, l'Amérique se réveille, ou un petit peu plus, et l'Asie se réveille, elle, en tout cas. Et c'est là qu'une autre vie commence aussi. Et c'est là qu'une autre vie. Et alors, on a décidé de faire quelque chose de très rigoureux, et j'en termine, qui était l'actualité du jour extrêmement ramassée à son essentiel, une sorte de toute image presque. Et puis, d'autre part, l'analyse et les éditos séparément, c'était une deuxième partie. Et troisièmement, qu'est-ce qui va se passer demain? Et puis, naturellement, un certain nombre de journaux spéciaux, presque toutes les semaines, dans les régions. Vous savez quoi, Jean-Marie? C'est toujours comme toujours ça, pareil. depuis 40 ans. Et c'est pour ça que Soir 3 est toujours là. Je crois que c'est une vraie vocation qui donne... C'est une colonne vertébrale de la chaîne, un journal. Alors, entre-temps, naturellement, il y a le 19-20 qui s'est développé grâce à Janine Langlois-Glandier. Il y a le 13h, évidemment. Mais une chaîne qui n'a plus de journaux, c'est une chaîne qui n'informe plus. Et vous savez, j'entends l'argument qu'on me donne souvent, oui, mais il y a les chaînes d'information. Je voudrais dire une chose très simple, les chaînes d'information n'informent pas, elles commentent l'information. Ce qui informe, c'est le reportage. Donc il faut avoir des moyens. Et de la place pour le reportage. Alors on vous a demandé tout à l'heure, avant de venir, de choisir un événement. Vous avez choisi l'attentat de la rue Copernic devant la synagogue de ce quartier de Paris, qui avait fait 4 morts et une quarantaine de blessés. On va vous voir dans le décor du Soir 3, et à l'époque, c'est Francine Buchy qui annonçait cette information. Vous avez bien fait de rester avec nous car nous vous proposons une surprise. Shimon Peres, vous avez dit 80% de chance pour une paix durable au Proche-Orient. Je voudrais savoir ce que vous entendez par là et si vous pensez que maintenant c'est presque gagné. Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un événement domine tous les autres ce soir. Après Bologne, après Munich, Paris, les néo-nazis ont tué. À 18h40 ce soir, une bombe très puissante a explosé devant la synagogue de la rue Copernic. 4 morts, 12 blessés. C'est un bilan provisoire. Tout de suite, Jean-Jacques Perrault, qui est rue Copernic. Oui, la liaison avec Jean-Jacques Perrault, me signale-t-on, n'est pas encore établie, je le pense. Elle le sera dans un instant. Alors juste au passage, pour sourire, le téléphone, c'était avant l'oreillette. Maintenant, c'est quand même plus pratique. Jean-Marie, pourquoi vous avez choisi cet événement? Parce que ça a été un événement extrêmement fort qui a secoué la nation française et qui a alerté l'opinion internationale. Nous avons été alertés les premiers parce que l'épouse d'un des rédacteurs en chef de Soir 3, qui était Richard Vernet, et ce sont des gens à qui je dois beaucoup, Norbert Balit, Jean-Claude Paris, Michel Toulouse notamment, qui ont porté le travail de l'équipe et qui l'ont aidé beaucoup. Donc et cet événement-là a donné lieu à beaucoup d'émotions, mais aussi à une controverse, puisque c'est là où le Premier ministre, M. Raymond Barre, que par ailleurs moi j'estimais beaucoup, avait eu une phrase absolument désastreuse en disant que des Juifs et des Français innocents avaient été tués. Phrase absolument ravageuse. Qui est restée d'ailleurs. Qu'il a essayé ensuite, dont il a essayé de s'excuser, mais enfin c'était fait, quoi. Vous savez ce que c'est que la télé, notamment une fois que c'est dit, c'est dit. Oui. Christine Ockrent est arrivée après, dans les années 80, Christine. Quelques années plus tard. Quelques années plus tard. Qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre parcours Soir 3? Parce qu'avant, vous faisiez le 20h, la reine de l'information, on voyait ça sur tous les magazines. Et puis, vous arrivez au Soir 3. Comment vous l'avez vécu? Mais entre-temps, j'ai fait des documentaires. Absolument. Et j'avais un magazine qui s'appelait « Qu'avez-vous fait de vos 20 ans ?» qui était à base d'archives et d'interviews de personnalités, qui est un magazine que j'aimais beaucoup. Et j'avais voulu rompre la routine du 20h. Donc, je reviens au Soir 3. 92-94. Avec une petite équipe épatante, Patrick Visonneau, Guy Lagache, qui est maintenant le numéro 2 de Radio France, il y avait Pierre Fredenreich, quelques autres. Et nous nous sommes dit, au fond, dans l'esprit de ce qu'expliquait Jean-Marie Cavada, nous allons nous concentrer sur un dossier chaque soir. Donc, on va donner l'essentiel de l'information en quelques titres, et puis on va faire un dossier. Comme Alzheimer tout à l'heure. Alors j'ai imposé au désespoir des techniciens, que je salue parce que je suis ravie de retrouver un certain nombre qui sont là derrière, qui vous poussent saluer. L'idée de l'écran partagé en deux, mais c'était compliqué à faire parce qu'il fallait faire un jeu de miroir et les invités ne comprenaient pas pourquoi ils étaient assis derrière. Comme ça, comme on nous voit là, quoi, voilà. à peu près. Sauf que... Et en particulier Michel Rocard, je me souviens très bien. Alors justement, parce que ça c'est la l'extrait. séquence que vous avez choisie. Vous allez voir, c'est drôle parce que Michel Rocard, il vous coupe l'herbe sous pied assez rapidement. Oui, c'était au lendemain du référendum sur les accords européens de Maastricht en 1992. Le oui l'emporte de justesse. On va voir cette séquence.
Bonsoir. Les titres de ce journal. Raymond Barre ce soir au Club de la Presse d'Europe 1. Selon vous, est-ce que la Yougoslavie va survivre à Tito? Bonsoir et merci d'être là à ce nouveau rendez-vous avec l'information sur l'A3. Michel Rocard, bonsoir et merci de rompre pour nous le silence que vous observiez depuis le référendum. Mais d'abord, bonsoir. Je veux tout de même rappeler, avant que nous arrivions à plus pointu, que le oui a gagné et que cela a permis la victoire de la France dans la plus fantastique bataille monétaire qui se soit livrée en Europe depuis 1945. Christine, pourquoi ce choix? D'abord, tout le monde souriait ici en voyant comment Michel Rocard vous coupait la parole. Je vais dire bonsoir, voilà, c'est moi qui prends la parole. On se souvient tous des relations assez difficiles entre Michel Rocard, qui était le plus exquis des hommes, mais le plus exigeant, et les journalistes, parce qu'ils considéraient toujours que nous étions superficiels, qu'on allait trop vite et qu'on ne travaillait pas assez. Il avait une pensée complexe ou... Non, mais il avait, dans sa manière de s'exprimer, et là encore, il est remarquablement clair, mais j'ai souvenir de quelques interviews qui étaient beaucoup plus délicats parce que il avait le souci d'aller au fond de sa pensée. Et c'est-à-dire que déjà, par rapport à l'époque, on parle des années 92-93, donc vous imaginez aujourd'hui. Oui, il fallait aller très vite, c'est en 30 secondes, 2 phrases. Non, et aujourd'hui, c'est pas 30 secondes, c'est 2 secondes et demie, donc ce qui est d'ailleurs sauf sur Soir 3. Une autre, exactement. Mais donc, là, il n'est plus Premier ministre. Édith Cresson l'a remplacé. Donc, on est au lendemain de ce référendum qui a été extrêmement serré, dans lequel François Mitterrand s'était personnellement beaucoup engagé. Et typiquement, Rocard, il veut d'abord dire l'essentiel. Et je crois que c'était à la fois sa marque et c'est sa formidable contribution au talent politique dans ce pays. Et Marie Drucker, 2005-2008. Rebonsoir, on s'est déjà vu. Je fais comme Michel Aujourd'hui, vous produisez des documentaires et c'était l'époque du Soir 3 à 23h pile quand vous étiez là. C'était jumelé avec Ce Soir ou Jamais de Frédéric Oui, d'abord j'ai... Et en public. Alors oui, ça c'était la deuxième période. La première, j'étais sur un plateau, je dois dire, un peu moins fastueux et beau que le vôtre. Et puis après, oui, c'était le Soir 3 à 21h pile, qui était, parce qu'avant, le rendez-vous était un peu fluctuant en fonction de la première partie de soirée. Voilà. À cause du film qui a des longueurs différentes, absolument. Oui. Et donc, Soir 3, pour vous, c'est quelque chose de marquant dans votre parcours. Mais je vais vous dire exactement, je me souviens précisément. J'étais dans un train, ça coupait toutes les 5 secondes. Donc, je pensais que j'allais rater l'opportunité. J'ai eu un coup de fil sur mon portable de Patrick de Carolis à l'époque. J'étais alors sur une autre chaîne et qui m'a dit, voilà, on ne se connaît pas, est-ce que vous accepteriez de venir prendre la rédaction en chef adjointe et la présentation du Soir 3. Donc là, j'ai failli faire une syncope dans le TGV. Ça coupait sans arrêt, donc je me suis dit... Et puis, voilà, pour moi, c'était mythique. Ça reste un bon souvenir. Mais c'est un journal, j'espère que vous en avez conscience. Oui, j'en ai conscience. C'est un journal exceptionnel. Et vous receviez des personnalités pour des entretiens, et celui avec Elie Wiesel, écrivain, philosophe, prix Nobel de la paix, vous a marqué, c'est votre choix à vous. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Soir 3. Voici les titres de votre journal. Mais d'abord, juste après le Soir 3, on va parler de la Chine. Est-ce que la Chine est vraiment... Et sans détour, le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, répond ce soir à nos questions. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Des étudiants qu'on vient de voir en Iran qui brûlent le portrait de Mahmoud Ahmadinejad et qui l'insultent. C'est quoi? C'est la démocratie qui est en marche? Peut-être le commencement, en tout cas je l'espère. On vous a proposé d'être président d'Israël en remplacement de Moshe Katsav. Pourquoi avez-vous refusé? D'abord parce qu'il y est encore. Je suis citoyen américain, j'habite en Amérique, j'ai écrit mes livres en français bien sûr, je me considère faisant partie de la culture française, mais c'est l'écrivain en moi, c'est l'enseignant en moi, je ne suis pas président. Merci beaucoup monsieur d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est un moment fort ça pour vous Marie. Ah oui, d'ailleurs, il est mort le même jour que Michel Rocard, le 2 juillet 2016. C'est un moment très fort parce que j'avais beaucoup d'admiration pour cet homme qui a quelque chose, on disait le mot déchirant tout à l'heure, il a toujours gardé quelque chose d'un peu déchirant et déchiré dans le sourire. Et ce monsieur qui est rescapé des camps de la mort, prix Nobel de la paix, qui est au fond le représentant d'un monde disparu, qui existe heureusement grâce à son travail d'auteur,
arrive sur ce plateau de façon très simple. Et il y a un petit détail, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pour ça que j'ai voulu voir cette image. Il retire son écharpe et pendant tout l'entretien, il a gardé son écharpe serrée comme ça dans ses mains sur ses genoux. Et je voyais en même temps le petit enfant qu'il avait pu et qu'il avait dû être. Et voilà, quand vous m'avez posé la question, c'est le souvenir qui est venu, parce que c'était un souvenir extrêmement... D'abord, j'étais très fière d'avoir la chance d'interviewer quelqu'un comme ça, comme lui. Et puis, c'était un souvenir particulièrement émouvant. Patricia Loison, il y a un tout petit peu plus de 2 ans, vous étiez là, à cette place-là. Ce n'est pas tout à fait le même décor, mais bon. Et c'était l'époque du Grand Soir 3 avec Louis Laforge, qui est aujourd'hui sur France Info. Et vous avez choisi, et on va revenir après sur votre parcours, le décès de Nelson Mandela en 2013. Bonsoir à tous, voici les titres du Soir 3. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est parti pour 1 heure d'info. On commence tout de suite par les titres du journal avec vous, Patricia. La mort de Nelson Mandela, c'est officiel. C'est Jacob Zuma, le président sud-africain, qui vient de l'annoncer officiellement. Les premières dépêches tombent. Beaucoup d'émotions, on l'imagine, ce soir à Johannesburg. Évidemment, on vous fait vivre cette information tout au long de cette soirée dès que les images, les réactions arrivent. Les premières images, Louis, qu'on va vivre ensemble dans ce Grand Soir 3 à 23h, passé de quelques minutes, les premières images de l'émotion et de la foule rassemblée. Ce sont des images en direct de Reuters. La foule rassemblée devant la maison de Nelson Mandela à Johannesburg. Patricia, vous appreniez en direct le décès de Nelson Mandela. Alors j'allais dire, l'émotion est décuplée. L'émotion est décuplée et juste pour un peu de cuisine interne, pour faire comprendre à ceux qui nous regardent ce qui se passe derrière. Déjà, là, on n'a pas de prompteur, on improvise, etc. Et puis, on avait un rédacteur en chef, Jean-Jacques Bazier, je t'embrasse Jean-Jacques, qui ce soir-là, dans l'oreillette, nous a dit « Les enfants, tout va bien se passer. Nelson Mandela est mort. » Donc, quand votre rédacteur en chef vous parle de cette petite voix presque de nounours, vous vous dites « Ouh là là, il y a un truc... » C'est au contraire très sérieux. Dur. Et après, on part, on est en roue libre, on est sur un fil, on repose complètement sur les équipes en régie et sur les dépêches qui tombent. Bien sûr, parce qu'un journal, c'est du direct. Voilà, c'est du direct. Il direct. peut se passer toujours quelque chose à tout moment. Et il s'est passé des choses extraordinaires parce que Patricia, elle a été gourmande. Elle m'a dit, moi, j'aimerais bien revoir une deuxième séquence qui avait beaucoup buzzé à l'époque. Et qui est restée d'ailleurs. Une séquence culte avec Julien Clerc. On va regarder ça. Une séquence comment? Culte. Oui, on j'avais mal prononcé la fin. Bien plus de 8 millions de disques, c'est son 23e album. Avec mon cœur de requin, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais maman, je t'aimais quand même. Comme personne t'a jamais. Bravo. Alors Patricia, c'était à l'époque du Grand Soir 3, on ne fait plus ça aujourd'hui. Non, mais ce n'était pas du tout pour mes talents de chanteuse absolument exécrable, mais c'est juste pour dire que ce métier, c'est aussi, je vais employer un mot de Jones, c'est un kiff absolu. Marie a vécu cette rencontre avec Elie Wiesel. Quand Nelson Mandela meurt, on a quand même l'impression, même si on est derrière nos bureaux, de vivre l'histoire quand elle se passe. Ça, c'est une des chances inouïes de ce métier. Et de rencontrer, voilà, moi j'adore Julien Clerc. On a compris. De vivre un moment, parce qu'on vit des moments aussi forts en émotion sur ces plateaux. Donc ça semble superficiel, évidemment, par rapport à Mandela, ça l'est. Mais c'est, voilà, partager ce petit bonheur-là et c'est cette chance incroyable qu'on a vous en parlez très bien, de faire Patricia. ce métier, quoi. Voilà. Jean-Marie Cavada, je reviens avec vous. Vous êtes député européen aujourd'hui, pour quelques mois encore. Quel est, pour vous, l'avenir de l'audiovisuel public en Europe ou en France? D'abord, il y a au moins 2 grands pays qui nous donnent des leçons par la stabilité des financements et je dirais l'investissement énorme qu'ils mettent dedans. C'est l'Allemagne qui a 2 grands réseaux publics, la ARD, la ZDF, et naturellement la Grande-Bretagne avec l'immense système de la BBC. Et donc, je voudrais dire que la télévision publique, comme la radio publique d'ailleurs, sont nécessaires à une démocratie équilibrée. Bien sûr, j'entends ce qu'on dit sur les chaînes d'information, j'en ai dit un mot tout à l'heure d'ailleurs, mais sans dénigrer ces chaînes, elles sont absolument utiles. Mais l'information, c'est d'abord de l'image, c'est d'abord du reportage. Et d'abord du service public, c'est ce que vous... C'est d'abord des modules où on a le temps de comprendre ce que signifie un événement. Et c'est un élément absolument indispensable, je le dis très nettement aux gouvernants, ne touchez pas à l'audiovisuel public. Et si vous voulez faire des économies, très bien, il y a de quoi faire des économies, comme ça a été le cas partout en Europe. Mais les pays qui ont le plus souffert de la disparition ou de l'amenuisement du service public, ce sont comme par hasard la Hongrie, où on a fait le ménage,
la Pologne, où on a fait le ménage et mis des copains, l'Italie de Berlusconi, etc. On voit bien qu'il y a une responsabilité démocratique qui dépasse nos fonctions, qui dépasse, je dirais, tout ce qui est interne à la télé. Et on sait que vous défendez ça, notamment au Parlement européen. Christine, moi j'aimerais savoir le regard que vous portez sur le journalisme d'aujourd'hui. Mais d'abord, je continue de le pratiquer. C'est vrai. C'est mon métier. Mais vous avez pris de la distance aussi, vous avez eu de l'expérience. Donc justement, comment est-ce que vous avez vu cette profession évoluer? Mais ce que je constate, c'est qu'il y a la même passion qui nous anime tous. Il y a un bouleversement technologique qui a modifié en profondeur nos métiers. Ça reste un métier indispensable. C'est un métier en péril. Et à cause de la technologie qui a pris le dessus. Donc, si on ne contrôle pas davantage la machine folle des fausses informations, des ordinateurs, des bots, des faux comptes Twitter et autres fantaisies, si on ne considère que les réseaux sociaux sont d'abord des déversoirs de haine, la plupart du temps, d'ailleurs, derrière des noms ou des masques de loups, je crois que là, le journalisme est en péril s'il n'y a pas une extraordinaire discipline et un respect pour les faits. Alors c'est absolument fondamental, élémentaire et extrêmement difficile. Et en effet, vous retournez sur le terrain régulièrement, vous sortirez bientôt un livre sur l'Arabie Saoudite. C'est un pays où on va rarement, ce qui prouve que vous êtes toujours sur le terrain. Où la liberté d'information n'existe pas du tout. Et voilà, c'est toujours bien de le rappeler. Marie, est-ce que ça vous manque, parce que vous faites des documentaires maintenant, est-ce que ça vous manque de ne plus présenter un journal au quotidien? Mais alors, pas du tout. Et le fait de dire pas du tout, comme ça, avec vraiment une conviction, non, c'est parce que j'ai fait un choix qui correspondait totalement... le documentaire. Non, c'est pas ça, c'est que moi, je voulais prendre vraiment de la distance avec le métier de journaliste. J'estime lui avoir tout donné pendant plus de 20 ans et il m'a rendu au centuple. Et puis, petit à petit, moi, j'ai commencé à... Moi, j'étais cadreuse et monteuse à l'origine et j'ai recommencé à tourner mes propres films documentaires en 2012. Et il y a quelque chose, voilà, j'avais envie d'un autre, un peu dire ça, mais j'avais envie d'un autre rapport au réel, sur du temps plus long. J'anime tous les mardis soirs sur France 2 Infrarouge, qui est ce qu'on appelle la case documentaire, avec un film, un débat après. Et sur quoi vous travaillez là actuellement? Sur quel thème? Ah non, on n'a pas le droit de le dire. Ah bon. Non, je vais bientôt tourner mon prochain propre documentaire. Et surtout, à travers ma société de production, maintenant, j'ai la possibilité, c'est très difficile, je m'en rends vraiment compte tous les jours, mais d'offrir à de jeunes auteurs, à de jeunes réalisateurs la possibilité de réaliser leur propre film. Voilà. Donc moi, c'était vraiment un choix... de vie et professionnel aussi. J'avais envie d'aller davantage vers la création. Voilà. Patricia, vous vivez au Japon, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Oui, je parle très mal. Oui, mais c'est pas grave. Et je voulais le dire... en karaoké en japonais. Ah, c'est exact. Ça, on a dit qu'on regardait entre nous. Et dans quelques mois, il faut le dire, vous allez publier un livre témoignage parce que ça vous tient à cœur, ça. La pression, Francis, la pression, je suis obligée de le sortir. Mais oui, non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Avec la belle maison d'édition qu'est Fayard, sur mon parcours, ça fait très cucurbitacé, mais non, c'est... Non, vous êtes ému à chaque fois que vous en parlez. Ouais, non, c'est sur l'adoption, d'où je viens. C'est quelque chose que, le fait d'être adoptée, que j'ai toujours trouvé tout à fait normal. Tellement j'étais intégrée, j'embrasse mes parents, ça va faire l'école des fans, mais je vous embrasse ce soir. Mais en fait, l'adoption, malgré tout, vous revient en boomerang à des moments de la vie où on ne s'y attend pas. Ça m'a interrogée. J'ai des enfants qui m'ont posé des questions. Je suis retournée aussi en Inde quelques fois lors de mon travail. Et j'avais envie de partager ça avec mes enfants. Comme disait tout à l'heure notre invité, d'écrire, ça permet de s'expliquer aussi des choses à soi-même. Et voilà, et ça sort... au printemps prochain. Oui, vous viendrez en parler. Jean-Marie, Marie, Christine et Patricia, vous restez avec nous parce que dans un instant, sur ce plateau, nous serons rejoints par d'autres présentateurs, d'autres rédacteurs en chef qui ont fait Soir 3. Mais ce sera, pour une photo de famille, après l'actualité des régions. Les légumes de saison seront rares et chers cet automne. La faute au manque de précipitations cet été. Les récoltes sont décevantes. Alors comment les paysans font-ils face à cette situation? Élément de réponse dans l'Oise à la rencontre de deux maraîchers bio. Ok.
À gauche, Loïc, 15 ans de bio en vente directe. À droite, Stéphane, un habitué du marché de Rungis. Un même constat. À cause de la sécheresse, certains légumes sont 2 fois moins nombreux que d'habitude et pas toujours en bon état. Et vous voyez, là, il y a des traces. La tomate est saine, elle n'est pas malade du tout, sauf qu'elle a pris le soleil, le rayon du soleil est venu brûler la tomate. L'avantage de Loïc, il vend tous ses légumes en AMAP, les associations de paysans et consommateurs. Il est donc certain d'être bien rémunéré et d'écouler son stock, les exigences de calibrage n'étant pas les mêmes qu'en grande surface. Teresa preparacja mylon. Dobrze, niedobrze. Ok. Situation différente pour Stéphane et sa vingtaine de salariés. Ici, 2/3 de la production part à Rungis. On le voit, hein, elle a fortement souffert de la sécheresse puisque elle est plutôt difforme. Le marché de Rungis exige de plus en plus un produit vraiment nickel, conforme à la demande d'aujourd'hui. De ce côté-là, c'est une carotte irriguée, bien formée, bien lisse. De ce côté-là, c'est une carotte non irriguée et les formes vont un petit peu de tous les côtés, quoi. Grâce à la taille de son exploitation, Stéphane devrait se refaire avec les prochaines saisons. Mais pour l'été 2019, l'eau devient la priorité. Le maraîcher a demandé l'autorisation de forer un nouveau puits. D'autres investissements prévus sont eux reportés. Le chef, c'est la nature. Et là, il n'a pas décidé que ça allait marcher cette année, quoi. Pour l'avenir, Loïc a trouvé des astuces contre la sécheresse. Ici, il a laissé grimper les mauvaises herbes. Ça a fait un paillage en l'air et ça m'a permis de garder l'humidité des quelques pluies qui sont tombées et ils sont restés. Et j'ai fait un rendement que j'ai jamais fait. C'est un truc de fou. Autre innovation, à 20 km, Loïc loue une parcelle chez un ami maraîcher disposant d'un plus gros forage. Le loyer est cher, mais avec l'irrigation disponible, la récolte s'annonce abondante. Oui, c'est extrêmement rentable. Extrêmement rentable. Mais il fallait l'imaginer. Coopérer, mutualiser, peut être la bonne solution dans cette course à l'eau qui, avec le changement climatique, ne fait sans doute que commencer. Le crocodile et le pluvian, c'est un peu les feux de l'amour version chinoise. Cette série télévisée sera diffusée l'année prochaine sur la plus puissante chaîne commerciale en Chine. Mais pour le moment, l'heure est au tournage et il a lieu en France, à Bordeaux et dans ses environs. C'est à la Pierre-Saint-Martin que nous avons rencontré toute l'équipe. C'est la série événement de la saison prochaine en Chine. Cette équipe de 100 personnes est en Aquitaine durant 2 mois pour le tournage. À Bordeaux, mais aussi ici dans le spectaculaire décor de la Pierre-Saint-Martin. Dans cet épisode, Zhang Tianghai, comédienne et star chinoise, doit escalader une paroi rocheuse. Un moment intense pour toute l'équipe, pour le producteur français aussi. Franck Priot a réalisé tous les repérages. On a d'abord choisi la falaise et ensuite on a choisi tous les autres décors et la Pierre-Saint-Martin non seulement nous offrait cette falaise qui, pour des raisons d'orientation, d'accès, plein de raisons techniques, convenait à nos besoins, mais en plus on a trouvé une équipe qui avait du répondant et des possibilités d'accès et de logistique dont on avait besoin pour amener 108 personnes. Le crocodile et le pluvian est une comédie romantique, une grosse production portée par 2 stars. 50 épisodes de 45 minutes, entre amour, déception et trahison, cette bande d'étudiants chinois est partie vivre plusieurs mois sur un campus européen, à Bordeaux. Passionnés d'escalade, ils vont chercher une fleur rare qui ne pousse qu'à flanc de falaise. On est venu ici pour faire cette séquence spectaculaire. Donc c'est une série qui va projeter sur la plus grande chaîne en Chine. C'est la chaîne privée, on dit c'est chaîne privée, Mongo TV. Il y aura milliards de spectateurs qui attendent cette série en Chine. Accueillir une telle production, une aubaine pour la station béarnaise. On se rend compte que la Pierre-Saint-Martin peut intéresser des sociétés de production, et notamment pour le cinéma ou pour les feuilletons. Ce que l'on sait, c'est que d'ici peu de temps, il y a un second tournage qui va être réalisé sur le boulevard des Pyrénées. Ce tournage représente 3 millions d'euros de dépenses en Nouvelle-Aquitaine. Il se poursuit encore quelques jours en Béarn, puis toute l'équipe repart à Bordeaux jusqu'à fin octobre. Voilà, il est temps maintenant de refermer cette édition spéciale 40 ans de Soir 3 et vous avez vu que ce plateau s'est garni avec des visages connus qui ont rejoint nos invités de tout à l'heure, des gens qui ont fait l'histoire de Soir 3,
à l'antenne ou pas. Henri Sagnier est ici. Tout à l'heure, vous étiez sur Tout le Sport. Laurent Bérou, par exemple, Dominique Marie, Nora Boubetra, plein de gens, Anne Bourse. Enfin, je ne peux pas tous les citer. Stéphanie Perre qui était au 19-20, Albert Ribaponti, Laurence Bobillier qui est derrière mais qui se cache, Jean-Jacques Bazier, le rédacteur en chef, mon rédacteur en chef, Christophe Poulain, Julien Colombani, Dominique Rotival. Voilà, c'est tout le monde à peu près que je vois. En tout cas, merci à tous de m'avoir accompagné pour ce 40e anniversaire et à nos invités tout à l'heure. Bon, en tout cas, je peux vous dire que 40 ans, c'est formidable. C'est émouvant aussi pour moi d'avoir porté ces 40 ans, je vous le dis très clairement. C'est l'occasion de remercier aussi toutes les équipes qui, 7 jours sur 7, permettent de réaliser des journaux de qualité, on le disait, la rédaction, les équipes techniques. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée spéciale. Dans un instant, une série de documentaires Vive la politique. Et puis demain, la soirée continue, l'histoire continue, le Soir 3 spécial 40 ans avec Sandrine Aramon pour Soir 3 Week-end à minuit 10. Et puis je vous retrouve dimanche dans Dimanche en politique. Je recevrai Cédric Villani, député de La République En Marche de l'Essonne. Bonne fin de soirée. Merci et vive Soir 3. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.